renforcer la sécurité alimentaire et promouvoir le développement du commerce intra-régional. C'est ce que vise le présent atelier d'information sur les flux transfrontaliers des produits agropastoraux dans l'espace CEDEAO. Le CILS, Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, se fixe comme objectif de maîtriser l'approvisionnement des pays en produits agricoles en vue de suivre l'évolution de la sécurité alimentaire dans la sous-région. Les besoins en information sur les flux transfrontaliers de certains utilisateurs potentiels pourront être satisfaits par les résultats de cet atelier régional. Il s'agit entre autres des importateurs et exportateurs, des organisations gouvernementales et non gouvernementales, des organisations des producteurs, des décideurs politiques, puis des chercheurs et universitaires. L'Agence américaine pour le développement international, USAID, n'entend pas marchander son soutien aux communautés économiques régionales et aux gouvernements africains. USAID est fier d'appuyer cet atelier, investir dans la recherche de la sécurité alimentaire. Nous tenons à renforcer nos partenariats avec les communautés économiques régionales, les organisations non gouvernementales et le secteur privé, sans lequel nos ambitions développementales ne seraient pas possibles. Le présent dispositif de suivi des flux transfrontaliers couvre jusqu'à 6 pays et il est prévu pour s'étendre à 3 autres de la sous-région ouest africaine. Ils sont 17 pays membres des AMAC, entendez, autorités africaines et malgaches de l'aviation civile, à se retrouver pour rendre plus opérationnelle la structure afin d'améliorer la sécurité aérienne en Afrique et à Madagascar. Le 20 décembre 2001 à Dakar, les directeurs et directeurs généraux de l'aviation civile de 15 États d'Afrique de l'Ouest, du centre et Madagascar, tous membres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, SECNA, ont décidé de créer les autorités africaines et malgaches de l'aviation civile, AMAC, à travers la signature d'un mémorandum d'entente. 2 États les ont rejoints plus tard, ce qui porte aujourd'hui à 17 le nombre des membres des AMAC, soit un État membre près la totalité des États membres de la SECNA. Depuis lors, les AMAC ont capitalisé plusieurs acquis, mais en l'absence d'un statut juridiquement contraignant, elles n'ont pas pu jouir d'une meilleure efficacité et d'une meilleure lisibilité quant à leurs activités. Les présentes assises sont d'autant plus louables que les États membres dont les AMAC sont une émanation n'assurent pas encore pleinement et efficacement leur rôle de supervision de la sécurité aérienne. Pendant 48 heures, les participants vont d'abord examiner les tests fondamentaux, ensuite les adapter aux réalités actuelles pour enfin les adopter, fioler, finaliser, formaliser leur combat contre l'insécurité aérienne. Il vous faudra également réfléchir très sérieusement au financement de l'organisation et à ce sujet, je dois vous rappeler que pour une organisation pérenne et efficace, le recours à l'État-providence ne doit pas être la solution privilégiée. La rencontre qui se tient à Cotonou à compter de ce jour est la toute première que les AMAC, en tant qu'organisation internationale, organisent. Par une synergie des énergies de ces 17 États membres, l'AMAC compte sécuriser le ciel africain et malgache. Le mouvement syndical évolue de nos jours avec une technicité à toute vitesse et passe de son champ ouvrier à toutes les catégories socio-professionnelles, y compris les hauts cadres, comme le décryptage du budget général de l'État. Pour mieux argumenter les revendications et être un interlocuteur valable et crédible, le défi de professionnalisation s'impose donc aux organisations syndicales. Les dirigeants syndicaux doivent savoir lire le budget, en connaître le contenu et la manière dont il a été conçu. À ce sujet d'ailleurs, des communications concrètes sont identifiées telles que le budget national, approche générale, la présentation d'un projet de loi des finances et les différentes rubriques du budget national, les étapes de l'élaboration et de l'adoption du budget et les niveaux d'intervention des organisations syndicales, les techniques d'évaluation
de la masse salariale et l'analyse des opportunités de satisfaction des dites revendications. Ce séminaire national de formation organisé par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin en partenariat avec la Confédération syndicale internationale Zone Afrique s'intéresse plus au contenu technique des problèmes que sur les stratégies purement revendicatives. Au sens du mouvement syndical actuel, tout État doit cesser d'être un État politique pour devenir un État citoyen, c'est-à-dire un État dont l'existence et la légitimité ne sont consacrées que par le peuple. Du 14 au 16 août, des experts avertis des questions budgétaires donneront à ces responsables syndicaux les rudiments pour intérioriser le budget général de l'État et éventuellement mettre en lumière toute opacité, langue de bois et rafistolage y afférents, toujours en vue de mieux sauvegarder les intérêts des travailleurs. Des visages qui se crispent, le rythme cardiaque qui s'accélère, des jambes qui s'alourdissent, tétanisées par la peur. La traversée de l'autoroute au niveau du camp de gendarmerie d'Agban à Adjamé-Williamsville fait peur. Et pourtant, ils sont des centaines chaque jour à côtoyer le danger. Moi-même, je sais que c'est dangereux, mais c'est le plus court chemin, on cherche comme ça. On a peur, mais je ne sais pas. On a peur, mais on sait que c'est dangereux. Je traverse avec ma fille, mais on fait comme on est obligé de traverser. Ces piétons sont des usagers qui généralement proviennent de Yopougon et qui sont débarqués par les minicars Baka sur ce site éloigné des ponts piétons. Il y a 2 ponts qu'on trouve avant d'arriver vers Agban. Maintenant, il se trouve que la majorité des passagers descendent là pour aller à Agban, soit sur Abobo. Donc nous-mêmes, ça nous met en danger. C'est vrai, nous croisons les difficultés, mais on fait avec. Pour d'autres usagers, ce raccourci leur permet plutôt d'éviter d'être victimes de vols et d'agressions. Quand les Baka vont comme ça, là, ils laissent les gens avant CIE. Tu vas marcher pour venir jusqu'à Liberté ici à pied. Alors qu'il y a des bandits devant le cinéma, là. Tu marches, tu les traverses, ils te... Vous cognez ton sac, ça va, ou ton portable est resté dedans. C'est à cause des bandits, mais moi je descends ici. Risquer sa vie pour gagner du temps ou pour éviter des bandits, dans les 2 cas, les risques encourus sont énormes. Des usagers font des propositions pour éviter le pire. La seule solution, c'est d'augmenter le terre-plein, comme on dit, le terre-plein, d'augmenter ça à un certain niveau pour ne pas que les gens puissent traverser. Mais je suis sûr que si on augmente, les gens vont vouloir traverser par l'autre côté. Bon, peut-être qu'une sensibilisation, ce sera le mieux. Plusieurs accidents à cet endroit ont endeuillé des familles, mais n'ont point altéré la ténacité de ces usagers, prêts à risquer leur vie sur ces raccourcis dangereux. Chant d'allégresse pour une entrée en matière colorée ce jour de l'Assomption à l'église catholique Cœur Immaculé de Marie au quartier impérial de Grand Bassam. La procession commencée en ville a pour point d'ancrage la cour de la paroisse. Une messe est alors dite. Marie, en surplombant Bassam, va régner totalement dans les cœurs et elle va triompher sur la vie de Bassam pour enlever tout ce qui n'est pas Dieu. Pour enlever tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu, en un mot, comme aujourd'hui elle est couronnée de gloire, pour enlever nos cœurs de pierre, pour que nos cœurs soient des cœurs de chair, des cœurs qui savent aimer, qui savent pardonner, qui savent donner. La montée de Marie au ciel, l'acte est spirituel et doit inspirer les fidèles à plus de dévotion. Une dévotion d'ailleurs matérialisée par la construction d'un sanctuaire dédié à la Vierge et de nombreux bâtiments inaugurés pour l'occasion par prélats et autorités administratives de la ville de Grand Bassam. Marché de Songon Agban, plus de 14 ans d'existence. Mais jusque-là, pas encore occupé par les commerçantes. Raison évoquée par cette dernière, le non-respect des normes de construction. Il y a des femmes qui trouvent que la table là c'est petit. Bon, et puis au milieu là, c'est coincé. Je suis arrêté ici là. Si client vient pour passer là, c'est comme c'est coincé. Donc elle dit que ça ne les arrange pas. Donc c'est à cause qu'ils ne sont pas dedans. Le marché là, c'est parce que la table là, c'est pas grande, c'est petit. Maintenant, si on est assis dedans, maintenant,
on est coincé quoi. Donc on va s'asseoir, les autres vont dire que non, qu'on est devant eux, donc comme ça, c'est pas bon. Ça cause on est sorti dehors pour vendre. Espace restreint et surexploité, transformé au fil du temps en un vaste dépotoir d'ordures de toutes sortes. Difficile alors pour ces commerçantes installées à l'air libre de pratiquer leurs activités. Le nouveau marché qu'ils ont conçu est serré. Donc quand il pleut comme ça, nous avons tous les problèmes. Donc nous sommes obligés d'aller se mettre dans le coin là pour vendre. Ça ne nous arrange pas. Quand il pleut, ça nous mouille. Donc c'est très difficile. Ça mouille tous nos marchandises aussi. Ce marché de fortune est le plus grand de la commune de Songo. Les commerçantes souhaitent la construction des marchés avec toutes les commodités. Nous sommes en bordure de la route. Les voitures passent. Nous sommes exposés. Vraiment, on souhaiterait un grand marché digne de ce nom Songo. Un appel donc pour interpeller les autorités afin qu'une solution durable soit trouvée à toutes les préoccupations. La rencontre a été consacrée principalement aux problèmes liés au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux entreprises qui payent cet impôt. Le Premier ministre Matata Ponyo tient personnellement au suivi du dossier au cours de ces 2 semaines. Des instructions ont été données pour que, dans le cadre d'un comité qui va être mis en place, très rapidement, on puisse dégonfler le stock de crédits de TVA qui n'ont pas encore été remboursés. Il est clair que nous devons mieux nous organiser et structurer nos arrangements institutionnels en termes des équipes qui se chargent d'examiner tous les dossiers afin qu'il n'y ait pas de problème de gouvernance derrière cette question de remboursement de la TVA. Et enfin, il a été noté qu'en réalité, si les entreprises qui paient la TVA se font rembourser à due concurrence, normalement, il ne devrait pas y avoir une création de liquidité. Et donc, de ce point de vue-là, la Banque centrale également sera invitée, comme toutes les banques, à pouvoir, une fois que la DGI a traité les dossiers, à intervenir rapidement pour pouvoir payer. Dernier point, c'est clair que nous avons des entreprises qui sont catégorisées, catégorie A, B et C, suivant la taille et l'envergure économique. Et en catégorie A, on n'a que 4 entreprises. Le chef du gouvernement vient de réitérer les instructions qu'il avait déjà données pour que les entreprises de catégorie A, qui sont pour l'essentiel dans le secteur des mines, puissent faire l'objet d'un traitement VIP en termes de délai de remboursement de crédit de TVA. Organisé par l'Université libre de Kinshasa ULK, ce séminaire sur la révision du Vade-Mecum des instituts supérieurs et universités de la RDC a abouti à plusieurs recommandations. Les chefs d'établissement et autres membres du corps scientifique ont exprimé leur satisfaction sur l'apport de ce séminaire de l'ULK avec le recteur Bolanto Télé au maintien de la bonne gouvernance des instituts supérieurs et universités de la RDC. Séminaire clôturé par le ministre Bonaventure Tchelo. Il était normal qu'on devrait actualiser dans le contexte actuel de fonctionnement de l'enseignement dans notre pays. C'est ainsi que 4 commissions ont essayé d'analyser secteur par secteur. Par exemple, j'ai présidé la commission académique et scientifique. Nous avons vu qu'il y avait des dispositions qu'il fallait actualiser pour l'adapter au fonctionnement actuel de nos universités et instituts supérieurs. Toutes les références sur la gestion se trouvent là-dedans. Ça commence par la gestion académique, la gestion administrative et la gestion financière. C'est 3 grands chapitres. Donc, toute autorité académique, recteur, le secrétaire général, l'administrateur du budget, même le ministre lui-même. La saison des pluies fait son retour au Kassai-Oriental. Le gouvernement de province n'a pas attendu un seul instant pour lancer la saison agricole provinciale, exercice 2013-2014. Une grande cérémonie qui a vécu ce mardi 13 août 2013 devant le grand marché d'Nganajika. Le gouvernement de province a félicité l'ensemble de la population du Kassai-Oriental pour avoir répondu massivement à la dernière saison agricole. Les produits vivriers se négocient toujours à moins cher sur toute l'étendue du territoire provincial.
Alphonse Nwikessanji s'est rendu sur les terres fertiles du village d'Empassou pour donner le premier coup de pioche. La balle est actuellement dans le camp du gouvernement central à libérer la première tranche d'1,5 million de dollars américains promise pour la campagne agricole 2013-2014. L'Occidentale est bien décidé à reprendre sa place de grenier agricole de la RDC. Élaborer un plan directeur de développement et d'aménagement touristique du Togo, c'est l'objectif principal de cet atelier initié par le ministère du Tourisme. L'élaboration d'un tel plan est un peu une contrainte pour les autorités à mettre le secteur au diapason des recommandations de la déclaration de l'Organisation mondiale du tourisme du 13 septembre 2005. Cette déclaration contraint les États à reconnaître sans réserve le tourisme comme instrument efficace pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Il faut donc en faire un moteur du développement socio-économique. Un plan directeur est un document essentiel que l'OMT recommande pratiquement à tous les États membres pour pouvoir développer le secteur d'une manière durable. Le secteur du tourisme doit être pris comme partie prenante d'une politique d'ensemble de l'économie. Il ne doit pas être développé de manière séparée. Il doit s'intégrer dans le cadre d'une économie globale de l'ensemble des secteurs. C'est un projet que nous avons initié depuis très longtemps, disons la phase préparatoire, et donc maintenant nous sommes à l'aboutissement de cette phase par la préparation de ce plan directeur. Dans cette nouvelle dynamique touristique, le Togo reçoit l'appui de l'Organisation mondiale du tourisme et du PNUD, le Programme des Nations unies pour le développement. C'est d'ailleurs le PNUD qui finance plus de 70% du montant total du projet, soit 319 000 $ américains. Pour le PNUD, il s'agit à travers cet accompagnement de booster un secteur porteur de développement et aider à la création de nouveaux emplois. Le Programme des Nations unies pour le développement appuie l'élaboration de ce plan directeur parce que nous croyons que le tourisme a un grand potentiel de développement au Togo parce que ça apporte énormément d'opportunités en matière de création d'emplois, surtout pour les jeunes et les femmes. Et le tourisme aussi, c'est l'un des secteurs qui offre de l'emploi même à des personnes qui n'ont pas de qualification académique formelle. Et le potentiel au Togo est grand, a été grand par le passé et demeure grand. Il suffit donc de définir des orientations très claires pour permettre au pays d'en tirer énormément profit. Ce plan directeur de développement et d'aménagement touristique du Togo est une bouée de sauvetage qui s'offre au secteur touristique togolais, un secteur qui peine à affirmer véritablement son réel impact sur l'économie nationale. Qu'ils croupissaient de faim et de maladies dues au poids de l'âge. Ils, ce sont les occupants de l'hospice Saint-Pierre de la commune de Kinshasa, propriété de l'archidiocèse de Kinshasa, placé sous la gestion des sœurs thérésiennes. Très touchés par l'état physique de vieillard, pensionnaire du dit hospice, qui affichait une attitude de résignation et d'une attente certaine de la mort, la Fondation Famille Gettler a décidé de réhabiliter, de rénover et d'équiper cet hospice. Avec 48 000 $ américains, la Fondation Famille Gettler a rénové et équipé toutes les 25 chambres que possède cet hospice, et également la cuisine, à la grande satisfaction de bénéficiaires. La Fondation a donné un nouveau souffle à l'hospice Saint-Pierre, vraiment un nouveau souffle qui aide nos parents, nos vieux parents à reprendre leur joie perdue. La Fondation Famille Gettler tient à redonner à ces personnes du troisième âge le goût de vivre pour le restant de leur vie. Être une vitrine pour la valorisation et la promotion des produits agricoles locaux, c'est le but que se fixe ce salon international de l'agroalimentaire de Lomé-Sialo. Les acteurs et les professionnels du secteur agropastoral et d'autres secteurs vont pendant 5 jours réfléchir sur une meilleure vulgarisation des produits africains sur les marchés internationaux. Pour cette seconde édition, différentes activités sont prévues. Nous organisons des rencontres B2B. Ces rencontres permettent aux offreurs et aux demandeurs de se retrouver afin que chacun puisse exprimer ses besoins. La troisième innovation, c'est qu'après le salon, nous voulons mettre en place un forum sur notre site internet qui permettra aux acteurs
après l'organisation d'échanger, de continuer par échanger. Donc c'est les 3 innovations majeures que nous avons mises en place pour cette deuxième édition, sachant bien entendu que le Cialo même est une innovation. Ce salon de l'agriculture regroupe tous les secteurs agricoles de Lomé à Dapaon et ouvre ses portes aux autres pays de la sous-région. Les pays comme le Bénin, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso sont présents. Pour les exposants, ce salon est une opportunité de rencontre, de prestations et surtout d'échanges. Nous voulons aussi, au travers de cela, parce que c'est des opportunités pour l'accroissement des revenus des producteurs. Donc à ce niveau aussi, cela va nous permettre de faire rentrer des devises au niveau du Burkina Faso et d'encourager la production. Nous allons également avoir des échanges entre nous avec les fournisseurs comme avec les autres transformateurs pour avoir plus d'expérience également, surtout au niveau de la mangue et également des autres produits. Le Cialo, qui est une initiative de l'agence Centaure Communication, se veut être la référence africaine des informations agroalimentaires. Elle entend également assurer la promotion à l'échelle africaine et internationale des valeurs agroalimentaires des pays participants. Les objectifs fixés par la campagne cotonnière 2013-2014 pourraient ne pas être atteints au Togo. La situation en termes d'emblavure relève 95%. Sur une prévision de 110 000 hectares, l'on est aujourd'hui arrivé à 104 000. La période est subie, quelle que soit la forme, tire à sa fin, mais malheureusement n'est pas accompagnée de pluie. Bon, la raison fondamentale se situe au niveau d'une longue période de sécheresse que nous avons vécue, spécialement cette année, où les périodes de semis ont été difficiles. Les pluies ont été rares, presque inexistantes. Nous avons assisté à un phénomène de mousson qui s'est installé très précocement, déjà dans le mois de juin, et qui a persisté jusqu'ici. C'est seulement des pluies sporadiques qui ont permis aux producteurs de réagir, ce qui nous a permis d'être au niveau où nous sommes présentement. Problème climatique majeur qui inquiète aujourd'hui la nouvelle société cotonnière du Togo et surtout les producteurs qui attendent toujours la pluie pour s'assurer une bonne rentabilité à la fin de la saison. Cependant, des mesures sont prises pour permettre au rendement au champ, l'un des défis pour la filière cotonnière togolaise, d'arriver à un résultat acceptable. Mais ce qu'on peut reconnaître dans ce processus, c'est qu'il y a des éléments clés. En l'occurrence, la mise en place précoce des intrants, ce que nous avons effectivement réalisé cette année. Et partout aujourd'hui, les intrants sont mis en place à 100% dans tous les magasins des groupements. S'il y a un producteur aujourd'hui qui n'a pas encore ces intrants, c'est qu'il n'est pas encore prêt pour aller les prendre dans le magasin de son groupement. Donc c'est le premier point. Le second, nous avons mis en place un système de mobilisation de nos agents, les agents de terrain et les agents de la fédération qui sont mis en branle pour faire en sorte qu'il y ait des appuis rapprochés au niveau des producteurs. Enfin, nous avons également essayé de doter de nos agents d'un outil moderne de travail. Aujourd'hui, tous les producteurs ont le regard tourné vers la pluie, seule condition pour atteindre les prévisions. La situation des semis se fera le 20 août prochain. Après un petit temps mort, la diplomatie a repris ses droits au haut sommet de l'État. Le Tchad et le Nigeria sont unis par des liens séculaires et appartiennent à plusieurs organisations sous-régionales. Fort de ces relations privilégiées, le diplomate nigérian Garba Abdou Zakari, arrivé au terme de sa mission, a évoqué avec le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine Moussa Faki Mahamat les questions de coopération. L'ambassadeur Garba Abdou Zakari a promis au chef de la diplomatie tchadienne qu'il va œuvrer pour le raffermissement de ces liens d'amitié qui caractérisent depuis la nuit des temps ces deux pays. Le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, en retour, a estimé que son successeur maintiendra le cap de cette bonne relation et surtout poursuivra ses œuvres entreprises au profit des peuples tchadiens et nigérians. Au sortir de l'audience, le diplomate nigérian s'est dit confiant de l'avenir des relations entre les deux pays. Ces relations concernent plusieurs domaines, entre autres le commerce, la formation et la sécurité. Les relations
que j'ai eu à établir, c'est vraiment un peuple très amical. Je n'ai pas eu de problème avec qui que ce soit au niveau du gouvernement et j'ai été vraiment très accueilli, très bien accueilli. C'est vraiment le souvenir que j'ai, cette relation cordiale, des gens qui sont prêts à améliorer les relations entre le Tchad et le Nigeria. Ce qui m'a vraiment marqué, j'ai fait des très bons amis. Des amis qui aussi sont très bien accueillis du côté aussi du Nigeria. Donc c'est des amis que je vais garder toute ma vie. Il faut préciser que le diplomate nigérian Garba Abdou Zakari a servi tour à tour en Europe, en Asie et en Afrique comme ambassadeur avant de faire valoir ses droits à la retraite. La Direction générale des impôts entend améliorer l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Pour ce faire, une vingtaine de gestionnaires, contrôleurs et vérificateurs des taxes sur la valeur ajoutée TVA renforcent pour une troisième fois leur capacité en la matière. Ceci en vue d'améliorer la lutte contre la fraude, l'élargissement de l'assiette fiscale et une meilleure administration des impôts par type de contribuables. L'élargissement de l'assiette fiscale et la lutte contre la fraude fiscale, le renforcement des capacités de l'administration fiscale, la poursuite de la gestion catégorielle des contribuables et la maîtrise des obligations fiscales constituent des objectifs majeurs du plan d'action de la Direction générale des impôts pour la période 2012-2014. La taxe sur la valeur ajoutée constitue une pièce maîtresse du système de taxes sur les chiffres d'affaires. Il s'agit d'un impôt général de consommation qui atteint tous les biens et services consommés ou utilisés au Tchad, qu'ils soient d'origine nationale ou étrangère. S'enquérir des conditions de vie des réfugiés soudanais et centrafricains installés dans les camps d'Abgadam et de Birhan devient un souci pour le gouverneur de la région de Sila. Moussa Haroun Tirgo a visité respectivement 2 sites où sont installés ces réfugiés. Il s'agit du camp d'Abgadam et celui de Birhan. À Abgadam, le numéro 1 de la région de Sila s'est entretenu avec les responsables et agents humanitaires en charge du site. La situation sécuritaire et l'installation des réfugiés vivant hors site sont au menu des échanges. Au-delà des préoccupations des uns et des autres, des fermes consignes ont été données par le gouverneur. Après Abgadam, Moussa Haroun Tirgo a mis le cap sur Amdoukoun, Soudan. Même décor, même préoccupation et même message. Par ailleurs, le gouverneur a sensibilisé les réfugiés sur la paix et la cohabitation pacifique. En réponse au gouverneur, le préfet souligne que toutes les dispositions seront prises en vue de réconcilier les communautés. La moitié de la ville d'Oumadjer se trouve dans l'eau. Les fortes précipitations de ces derniers temps ne sont pas sans conséquences pour la population. Les 5 quartiers du campement, les bâtiments de la radio FM et l'hôpital de la ville sont passés sous le contrôle des eaux. Ces inondations qui rappellent les années antérieures ont obligé la population d'élire domicile dans des écoles ou sous les arbres. Dépassés par la situation, les autorités locales appellent au secours. Déjà, les commerçants et autres bonnes volontés du département du Bata Ouest posent des actes humanitaires à l'endroit des sinistrés. Ils ont mobilisé leurs véhicules pour des besoins primaires. Plus de 12 300 personnes ont été identifiées comme des sinistrés. Donc, il est temps d'agir pour éviter les pires. Les membres du conseil électoral conduit par le professeur Eli Bonda et Monseigneur Dieudonné Ouatio ont une fois de plus foulé le sol de Mbouda, cette fois-ci dans le cadre de la sensibilisation de la population pour les retraits des cartes électorales. Le taux de retrait qui est quitté de 57% à 60% n'a pas été très apprécié par ceux-ci, surtout que les échéances électorales sont aussi proches. Prenons la parole tour à tour.
Les différents intervenants ont posé le problème du manque de l'implication des autres partis politiques dans le processus de sensibilisation de retrait des cartes d'électeurs. Et celui de certains organes de presse qui ne font pas bien leur travail et diffusent encore des informations sans vérifier à la source. Les membres du Conseil électoral en ont profité pour inviter tous les acteurs du processus de vote à être très courtois au 30 septembre afin de permettre un bon déroulement du double scrutin municipal et législatif. Plusieurs autres mesures ont été prises, notamment celle de pouvoir voter avec la carte nationale d'identité pour ceux qui se seront au préalable inscrits et qui ont perdu leur carte d'électeur, mais cette nouvelle a aussi été rejetée par les membres du SDF présents dans la salle, car pour eux, il s'agira d'une fraude électorale. En attendant, plusieurs autres stratégies ont été mises sur pied pour la distribution porte-à-porte afin d'atteindre les 100% au moment venu. Accompagné de plusieurs délégués de service, membres de la sécurité et hommes de médias, ce premier périple aura conduit le sous-préfet de Mbouda dans les villages Babete, Bafunda, Bamesingé, Bamesso et Bamenjinda. D'un village à l'autre, les populations ont posé leurs doléances à l'ordre du jour, notamment à Bafunda, où l'élite s'oppose aux décisions du chef supérieur, à Bamesingé, où la baisse de tension existe depuis la nuit des temps à cause du manque d'un poste de transformation électrique, à Bamesso, où les jeunes arrachent les terrains aux mamans pour les revendre à des tierces, et à Babete, où l'absence du chef supérieur à cause de son jeune âge pose également un grand problème. Le sous-préfet Aoufak Alienou Yves Bertrand, qui venait de prendre les commandes à la tête de cette unité administrative, a pris en compte toutes les doléances et a promis de meilleures solutions dans les jours à venir. Au terme de cette première journée, nous pouvons dire que nous avons fait face à une population qui est assez réceptive à ces problèmes, à ce message, et nous allons seulement dans les jours à venir essayer de mieux les encadrer pour pouvoir impacter et par là les pousser à changer d'attitude. Les populations nous ont fait part d'un certain nombre de préoccupations pour celles qui peuvent trouver des réponses à notre niveau. Nous apportons des réponses immédiates et ça a été l'objet de la séance de travail que nous avons eue avec elles. Mais alors, pour les doléances qui nécessitent l'intervention de la hiérarchie, comme nous avons dit, nous allons porter leurs doléances avec des mots justes à la hiérarchie pour que des solutions idoines et en temps opportun soient trouvées à ces doléances-là. La grande criminalité qui sévit en Mbouda depuis quelque temps a été aussi la préoccupation de celui-ci. Il s'est demandé quel problème peut avoir un enfant de 8 ans ou une maman de 74 ans pour qu'il se pende comme ce fut le cas il y a quelque temps en Mbouda. Les élites se sont dit satisfaits de cette visite. Mes impressions ne peuvent être que très bonnes. Ça ne nous surprend pas. Vous savez, le groupement Bamesso a une particularité dans les actions à mener en faveur du gouvernement. Et vous avez suivi dans mon intervention, j'ai dit, nous sommes respectueux des institutions de la République. Donc mes impressions sont très bonnes. Je suis satisfait de la mobilisation que toute l'équipe que nous avons mise sur pied a faite pour que nous puissions avoir la population. Néanmoins, ces premières étapes auront été un succès car le sous-préfet a bien voulu faire de ces populations une administration de proximité, comme indique ici le délégué Mathieu Elite Babete. L'esplanade de la sous-préfecture de Mbouda, chef-lieu du département des Bamboutos à l'ouest Cameroun, a été le théâtre la semaine dernière de la célébration de la fin du jeûne du Ramadan. C'est l'imam de la mosquée centrale de Mbouda, Nji Mahmouda, qui a conduit ici la prière de bénédiction et de remerciement à Allah pour ses bienfaits dont la paix au Cameroun. Il lance un message de solidarité et de fraternité à toute la communauté musulmane.
Merci à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé bonne santé durant ce mois de Ramadan. Car d'abord la journée dans le mois pluvieuse vient lui-même au rendez-vous. Quand on ne sent même pas qu'il y avait des pluies hier, ça sort cette journée pour peut-être revenir demain. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté depuis le début du jeûne de Ramadan que nous n'avions pas senti aucune douleur de famine ni de soif et aucune faiblesse de corps pour se retrouver dans les mosquées. Dieu merci de faire en sorte que nous n'avions pas assisté un frère musulman dans l'hôpital étant malade. Dieu merci que nous n'avions pas assisté un corps musulman qui a rendu l'âme dans le mois de Ramadan. C'est ainsi qu'on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé les œuvres des croyants. Car nous n'allons pas dire que Ramadan est parti, nous allons continuer maintenant dans des mauvaises œuvres. Non, nous avions appris à l'école de Ramadan la paix, comment apporter la paix, et nous souhaitons que cette paix-là continue jusqu'à l'année prochaine. On a noté la forte mobilisation de la communauté musulmane Bororo ainsi que de nombreux invités dont le préfet des Bamboutos, Songa Pierre-René, le sous-préfet de la localité et plusieurs autres curieux venus vivre en direct cette grande cérémonie à l'explanade de la sous-préfecture d'Ombouda. Cette grande prière s'est achevée en Bouddha par des réjouissances populaires dans les quartiers. La communauté chrétienne catholique a célébré ce jour la fête de l'Assomption, la montée de la mère du Christ vers les cieux. Cette ascèse a été célébrée à la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé. Les fidèles catholiques venus nombreux ce jour ont suivi avec chaste l'homélie déployée par le prélat métropolitain. Nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Car lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, est le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, et nous a dit de célébrer ce mystère. S'inspirant de la Bible, les paroles de l'homme de Dieu sont venues instruire plus d'un venu trouver la quiétude dans la maison du Seigneur. L'Immaculée Conception a été expliquée et les chants et danses ont orchestré le cérémonial sacerdotal de ce matin. Après que le corps du Christ et son sang ne soient partagés aux fidèles en sa mémoire, plusieurs personnes ont reçu les sacrements du baptême et la communion. C'est donc dans la joie et la gaieté que les familles sont rentrées dans leurs maisons respectives pour festoyer. Bientôt un observatoire du climat et des affaires en zone CEMAR. La voie de la mise en place de cet instrument de relance et de compétitivité vient d'être dégagée à Yaoundé, capitale du Cameroun. C'était au cours d'un atelier de 3 jours qui a pris fin mercredi 14 août 2013. Les participants à cette rencontre, représentants des États membres de la CEMAR, du secteur privé, de la COBAC, de la BEAC, de la BDAC, des différentes institutions spécialisées et des partenaires techniques et financiers se sont retrouvés pour valider le rapport de l'étude menée sur le terrain pour la mise en place de cet observatoire. L'atelier de Yaoundé a permis donc à ces acteurs de donner leur feu vert sur l'architecture des indicateurs et de la base de données, le cadre institutionnel de gestion de cet outil pour l'amélioration de l'attractivité et de la compétitivité des économies de la zone CEMAR et enfin le calendrier de sa mise en place. Reste pour un avenir très proche la liste des indicateurs et leur documentation, la finalisation de la base de données,
et la mise en place du cadre institutionnel de gestion de cet observatoire, y compris les tests juridiques et la documentation de base. L'Observatoire du climat des affaires en zone CEMAC est une instruction des hautes autorités de cet espace en réponse aux effets néfastes de la crise économique de 2008. Cette instruction, après sa mise en place, est censée améliorer la gouvernance et alléger les contraintes réglementaires et infrastructurelles dans le but de créer les conditions d'une stabilisation et d'une relance de l'activité économique dans les États membres de la CEMAC. La péninsule de Bakassi est entièrement camerounaise depuis le 14 août 2013. Conformément aux accords de Green Tree du 12 juin 2006, le Cameroun s'est engagé à accepter sur cette zone un régime spécial transitoire dès le 14 août 2008 après le retrait des forces armées nigérianes. 5 ans après, le ministre de la Communication Issa Tiroma Bakari a réuni la presse pour faire le point sur cette journée historique. Il s'agit de l'aboutissement d'un long processus entamé en 2002 suite à l'arrêt de la Cour internationale de la justice de la Haye, intervenu le 10 octobre de la même année au sujet du différend frontalier entre le Cameroun et le Nigeria sur la péninsule de Bakassi. Ce jour-là, en effet, la Cour internationale de justice a reconnu que la presqu'île de Bakassi et l'île de Darak, situées dans la région du lac Tchad, font bel et bien partie du territoire camerounais. Dans un conflit frontalier opposant le Cameroun au Nigeria, les présidents Paul Biya et Obasanjo ont choisi la voie du dialogue et sollicité l'arbitrage des Nations Unies. Pendant la période transitoire, le Cameroun a pris des engagements en ce qui concerne la législation et la vie des personnes vivantes dans cette partie, des engagements que rappelle ici le ministre de la Communication. À faciliter aux ressortissants nigérians vivant dans la zone l'exercice de leurs droits et aux autorités civiles nigérianes l'accès à leurs concitoyens installés dans la zone. À ne pas appliquer la législation douanière camerounaise ni la législation camerounaise sur l'immigration aux ressortissants nigérians vivant dans la zone et se rendant directement au Nigeria ou retournant dans la zone dans le but d'accéder à leurs activités. À autoriser les officiers et le personnel en uniforme des forces de police nigérianes à avoir accès à la zone en collaboration avec la police camerounaise, avec un minimum de formalités, à des fins d'enquête sur des crimes et délits ou autres incidents impliquant exclusivement les citoyens nigérians. À accorder enfin le passage inoffensif dans les eaux territoriales de la zone aux navires civils battant pavillon nigérien, à l'exception des navires de guerre nigériens. Au moment où le Cameroun retrouve son entière souveraineté sur Bakassi, cette zone reste inconnue du public et surtout coupée du reste du pays. De forme trapézoïdale, la presqu'île de Bakassi mesure 12 km de petite base et 25 km de hauteur entre le village de Mbenmo au nord et celui de Kombi à Munja dans la bordure côtière méridionale. Elle couvre une superficie de 665 km² et s'étend sur 3 des 7 arrondissements du département d'Indian, à savoir Isangele, Kombo, Abedimo et Idabato. La population de la péninsule de Bakassi est répartie sur une trentaine de villages, disséminés le long des principaux cours d'eau que sont Rio del Rey, Lakpa Yafé, Lakpa Bana et Bakassi Creek.
Passé l'euphorie du dénouement heureux d'un conflit résolu de manière pacifique, il faut sortir Bakassi de l'enclavement. Les défis sont d'autant plus nombreux que les citoyens de Bakassi auront les mêmes statuts que ceux de Yaoundé ou de Douala, c'est-à-dire avoir au moins une carte nationale d'identité et